On entend bien. Bonjour, on est ravis d'accueillir aujourd'hui donc Bruno Laburtolera. Donc Bruno, tu es chercheur au CNRS, tu as fait ta thèse au laboratoire Aimé Cotton et puis un postdoc chez Bill Phillips. Et tu travailles actuellement donc, au laboratoire de physique des lasers à Villetaneuse. Voilà, alors regardant un peu ta bio, j'ai vu que tu avais été impliqué dans les premières manips qui ont mené au condensat de Bose-Einstein du chrome. C'est bien ça. Voilà, tu as eu la médaille de bronze du CNRS, puis aujourd'hui tu vas nous parler d'intrication de simulateurs quantiques et de lasers super radiants. Donc, bienvenue, merci beaucoup et je te laisse la parole. Merci beaucoup Sylvain et aussi Nassim pour l'accueil. Je suis très content d'être là. Alors je ne sais pas exactement le format auquel vous attendiez. Moi j'ai essayé de faire un séminaire, si j'ai bien compris c'est une série un peu sur la métrologie quantique. Et donc le truc c'est que vous connaissez sûrement mieux que moi ce que c'est que la métrologie quantique pour la plupart. Donc moi j'ai essayé de faire prendre l'approche d'essayer d'expliquer comment pour moi c'est relié à mes préoccupations à moi, qui sont quelqu'un qui ne connaît pas bien la métrologie, mais qui fait donc plutôt soit des simulateurs quantiques, soit plutôt en fait en général de la physique quantique à une corps, et d'essayer de tisser un lien entre ces deux choses-là. Donc, je vais essayer de faire l'aller-retour entre la métrologie quantique et la simulation quantique dans le séminaire. Donc, je commence par présenter un interféromètre de Ramsey. Je pense que vous connaissez tous le principe de l'interférométrie de Ramsey. Vous avez, par exemple, les spins pointent vers le bas, un premier pulse pi sur 2. Éventuellement, on peut faire un écho, un second pulse pi sur 2. Et en fonction de la phase relative entre l'oscillateur et puis, on va dire, la phase atomique, l'interférence peut être constructive ou destructive. Et donc, j'ai des très belles franges d'interférence. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai pris, je ne sais plus où, en fait, qui est sûrement une horloge de césium. Et vous voyez des très, très belles données qui sont prises qui permettent, donc, dans le cas particulier, de bien mesurer le temps. En gros, ces interféromètres, ils sont limités par beaucoup de choses que je ne connais pas, mais en principe, si on arrive jusque-là, ils peuvent être limités par le bruit de projection quantique, c'est-à-dire on a fait un pulse pi sur 2. Je sais que vous avez eu tout un séminaire sur le squeezing, donc je vais juste rappeler très légèrement un petit peu comment ça fonctionne de mon point de vue, le squeezing. Vous créez un état cohérent, que j'ai représenté par la petite ombre noire là. Cet état cohérent a donc des fluctuations, celles des fluctuations associées à la projection, le bruit de projection quantique, et ça limite dans le cas particulier ma capacité à déterminer la phase entre la flèche rouge et par exemple l'axe JX. Donc en 1994, Masahito Ueda a introduit, je crois que c'était lui qui a introduit à l'origine l'idée de faire du squeezing en soumettant votre spin atomique là à un Hamiltonien qui est proportionnel à JZ carré. Donc si j'ai pas ce Hamiltonien à JZ carré et que par exemple le spin J interagit avec un champ magnétique B, le Hamiltonien c'est J scalaire B. Si B est selon l'axe Z, vous pouvez réécrire ça comme chi JZ. Et vous savez que ce Hamiltonien H égale chi JZ, c'est équivalent à, en fait, l'équation de précession classique, dJ sur dt égale J vectoriel B, le torque habituel, l'équation de précession. Cette idée d'avoir JZ carré, en gros, c'est comme si vous aviez un Hamiltonien qui n'est pas chi fois JZ, mais chi fois JZ fois JZ. Donc c'est finalement comme si vous aviez un B qui est proportionnel à JZ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si JZ est un peu plus positif, par exemple, la précession va se faire dans un sens. C'est pour ça que j'ai mis une flèche comme ça vers la droite. Et si JZ est un peu négatif, la précession va se faire dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai mis une flèche vers le gauche dans l'autre sens. Donc là, dans le cas présent, les fluctuations le long de JZ ne vont pas être modifiées. La variance de JZ ne va pas être modifiée. Mais vous avez une distorsion de votre cercle qui correspond aux fluctuations quantiques. Et vous voyez que ceci s'accompagne par une diminution des fluctuations dans une direction bien déterminée. Et si vous voulez mesurer, par exemple, une phase associée qui se couple perpendiculairement à cette direction-là, vous pouvez gagner, vous pouvez avoir un gain métrologique.
Et donc, c'est ce qui s'appelle le squeezing, qui est compatible toujours avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et ce squeezing a été produit par des interactions entre atomes, des mesures non destructives. Un des groupes qui a étudié beaucoup ça en France, c'est Jacob Rachel, par exemple. Et c'est resté un peu des idées dans le domaine, si j'ai bien compris, ça n'a pas encore trop pénétré le domaine de la métrologie parce que ça introduit des complications. Mais j'ai su par Franck Pereira, par exemple. Donc là, c'est pas une idée de Franck, c'est une idée de Nasser Galoul. Ça, c'est le papier original où il parle de delta kick squeezing. C'est pas le premier qui parle d'essayer d'améliorer l'interférométrie en faisant du squeezing. Mais pour une raison que j'ignore et que vous pourrez peut-être m'expliquer, ça semble attirer de l'intérêt. Par exemple, Franck Pereira ou Sirte propose d'essayer d'implémenter ce genre de choses, où l'idée un peu dans l'interféromètre que je présente ici, c'est que vous allez faire une première séparation de deux paquets d'ondes et vous vous débrouillez pour en fait faire que ces paquets d'ondes soient très denses, au moins un certain temps. Et donc, il y aura des interactions. Et donc, il va surgir un Hamiltonien en JZ carré, ce squeezing hamiltonien. Donc, l'idée développée dans ce papier-là, c'est d'utiliser ce squeezing pour ensuite réinjecter un interféromètre qui sera celui dans lequel on va mesurer les choses. C'est un interféromètre de Malzender. Donc, c'est pour dire que cette histoire de squeezing semble devenir d'actualité pour certains groupes de recherche, peut-être ici, je ne sais pas. J'espère que voilà, vous m'expliquerez dans la visite tout à l'heure si ça a des perspectives ou pas. Mais en tout cas, il me semble que c'est quelque chose qui apparaît dans la communauté vraiment métrologique. Et chez nous, c'est quelque chose qui est depuis longtemps une démotivation. Alors pourquoi? Parce que, en fait, de notre point de vue, le squeezing, il est lié de façon très importante aux corrélations entre atomes. Donc, aux corrélations interatomiques. Donc, le domaine des atomes froids, il a brillé, je crois, pendant assez longtemps avec l'apparition du condensat de Bose-Einstein, qui est un état cohérent dans lequel il n'y a pas du tout de corrélation interatomique. Et depuis une quinzaine d'années à peu près, on a poussé les domaines des atomes froids dans un régime fortement corrélé, où on étudie la physique quantique à n-corps dans des régimes où il n'y a pas de théorie de champ moyen, et donc du coup les expériences sont largement, je dirais, en avance de la théorie. Peut-être même pour toujours, parce que c'est des théories qui sont très difficiles à mettre en place à cause justement des corrélations quantiques. Donc il y a un challenge et une ambition, enfin une volonté dans notre milieu de bien caractériser les corrélations. Ce petit slide, ce petit transparent, c'est pour vous montrer un lien direct, par exemple, entre le squeezing et les corrélations entre atomes. Si vous avez un opérateur SZ qui est collectif, au sens où c'est la somme sur I, tous les atomes de SZI, le SZ, la projection selon Z du spin pour l'atome I, eh bien, chacun peut développer SZ carré, comme somme sur I, SZI au carré. Vous développez ça, vous trouvez le terme diagonal, et si vous avez un spin 1,5, SZI, pour chaque spin, ce sera soit moins 1,5, soit plus 1,5, donc ça va faire N sur 4. Et puis vous avez le terme croisé, somme sur I différent J, SZI, SZJ. Maintenant, si vous enlevez à la moyenne de SZ carré le carré de la moyenne, vous voyez apparaître donc ce terme-là. Et donc, vous voyez que la variance de SZ est directement liée à N sur 4, la variance qui serait pour des spins décorrélés, plus le corrélateur, qui est la différence entre ces deux choses-là. On appelle le connected correlator en anglais. Et donc, c'est pour vous dire que, effectivement, N sur 4, c'est la variance pour un état non squeezé, pour un état cohérent. Et effectivement, si vous voyez quelque chose de différent de N sur 4, par exemple squeezé, plus petit que N sur 4, c'est que vous avez des corrélations entre atomes. Donc ça, c'est vrai pour des spins 1,5. Et en fait, c'est encore un peu plus profond que ce que je vous dis. Là, ce que je vous montre, c'est que le squeezing implique des corrélations. En fait, on peut aussi démontrer que le squeezing peut être un témoin d'intrication. Donc, il y a plusieurs niveaux de corrélation. Il y a des corrélations classiques, des corrélations quantiques. Ensuite, il y a de l'intrication.
Ensuite, il y a des intrications non locales d'un type particulier qui sont des corrélations de Bell. Il y a toute une hiérarchie. En fait, le squeezing vous permet de démontrer qu'on a non seulement des corrélations, mais des corrélations quantiques et en plus de l'intrication. Un des exemples de ce témoin d'intrication, c'est effectivement le squeezing. Donc, un témoin d'intrication, c'est en gros, vous avez une inégalité, par exemple cette inégalité qui porte sur la variance du spin, qui va être vraie pour tout mélange d'états séparables. Et donc, si vous violez cette inégalité, ça implique d'avoir des états qui sont non séparables, donc intriqués. Donc, le squeezing, c'est un témoin d'intrication. Si le squeezing est suffisamment fort, ça peut même être un témoin qu'il y a plus que 2 atomes. Ça peut être un témoin d'intrication à n-corps. C'est encore plus intéressant du point de vue de la physique à n-corps. Et puis, je note aussi l'information de Fischer, qui est vraiment très reliée à la métrologie, au sens où c'est vraiment caractériser, je dirais, la quantité d'informations qu'on peut relier, qu'on peut retirer d'un système. Cette information de Fischer est aussi reliée à l'intrication, et même plus il y a un certain nombre de bornes qui permettent de déterminer si on est intriqué ou s'il y a même tant de particules qui sont intriquées dans notre système. Donc en général, c'est des manips compliquées du point de vue, alors peut-être vous qui ne vous impressionnent pas trop, mais du point de vue de la physique à n-corps, c'est toujours on n'est pas des métrologues. La difficulté de notre point de vue, ça va être de mesurer le squeezing, par exemple, ici, hein, une compression des fluctuations dans une direction donnée, tout en démontrant que, par exemple, la longueur de spin n'est pas changée. Donc, il faut mesurer dans 2 bases différentes. Et en gros, il faut avoir accès aux cohérences. Et ça donne des difficultés expérimentales qui sont importantes, en tout cas pour nous, dans notre dispositif. Donc ça, c'est relativement bien connu. Ce qui apparaît un petit peu dans le domaine et qui m'intéresse moi, parce que j'étudie, comme Sylvain l'a dit, le chrome et puis maintenant le strontium, qui sont des atomes qui ont un spin plus grand qu'1,5. Et les choses sont plus compliquées et sont, à mon avis, intéressantes d'un point de vue métrologique pour les spins qui sont plus grands que 1,5. Donc là, une des personnes qui a vraiment beaucoup réfléchi à ça, c'est Gezatot, qui a réfléchi à des témoins d'intrication pour des spins plus grands qu'1,5, qui a même démontré tous les témoins d'intrication possibles basés sur les seconds moments de spin collectif. Là, je reprends un petit peu le même calcul que tout à l'heure. Hein, je calcule la variance de SZ. Et en fait, la seule différence que je fais, qu'il y a ici, c'est que je ne simplifie pas mon calcul au sens où je n'ai pas dit que j'ai un spin 1,5. J'ai un spin qui est plus grand qu'1,5. Donc, c'est essentiellement la même égalité que ici, hein, que j'écris. Donc, je relie ma variance de SZ à un corrélateur. Maintenant, prenez par exemple un spin 1, ou 2, ou 3, ou n'importe lequel, mais où, par exemple, je mets tous les atomes dans ms égale 0. Si tous les atomes sont dans ms égale 0, c'est un état parfaitement squeezé, c'est-à-dire la variance de SZ est nulle. Et donc, ça, c'est nul. Chaque atome est dans ms égale 0, donc ça, c'est nul. Ça, c'est la population dans les différents états ms fois ms carré, c'est nul. Donc, vous voyez, 0 plus 0 égale 0, plus le corrélateur. Donc, j'ai ici un corrélateur qui est nul. Donc, je vous montre un cas où j'ai un squeezing et où je n'ai pas de corrélation. Ce qui est en contradiction avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, que le squeezing était un témoin de corrélation et même d'intrication. Donc, ça vous montre, alors quelle est la différence? La seule différence, c'est que j'ai pris, au lieu d'apprendre un spin 1,5, j'ai pris un spin plus grand qu'1,5. Donc, ce que ça montre, c'est que les atomes de grand spin, ça ne se passe pas tout à fait la même chose, de la même façon. Même sans interaction entre atomes. Vous savez très bien qu'un atome de rubidium, vous savez comment mettre tous les atomes dans ms égale 0. Ça se fait avec une pompage optique, on peut y arriver, il n'y a pas besoin d'interaction entre atomes. Et donc, je peux avoir du squeezing. Alors, la question que je vous pose, c'est, je vous ai expliqué que c'était un témoin d'intrication. Où est passée l'intrication dans l'affaire? J'ai du squeezing et je n'ai pas d'intrication. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un atome, il faut se souvenir qu'un atome, c'est un système quantique composé de spin 1,5. Si vous prenez un spin 1, ce sera
tant de spin ennemis qui vont faire 1. Et donc, l'intrication, là, quand je crée un atome dans MS égale 0, l'intrication, elle n'est pas entre les atomes, elle est à l'intérieur de l'atome. C'est les électrons de l'atome qui sont intriqués. Et donc, c'est les interactions entre électrons, en fait, qui vous donnent, en fait, accès à ce squeezing et à ce gain métrologique potentiel. Donc, une personne que, d'ailleurs, vous auriez peut-être pu inviter à ma place pour parler de tout ça, c'est Sylvain Lassinven, qui a démontré des très, très, très belles manip, donc je vais faire un transparent sur son travail, qui a démontré comme ça, en utilisant des atomes de dysprosium, donc qui ont un spin encore plus grand que l'atome qui m'intéresse moi, J égale 8, en appliquant un Hamiltonien, alors là il s'écrit Jx carré, mais peu importe, c'est comme si c'était Jz carré, sauf que c'est dans une base différente. Et voilà, vous voyez en fait les différentes populations dans les différents états Zeeman en fonction du temps, là c'est le temps qui se passe. Et il a pu démontrer qu'au temps court, on peut créer du squeezing. Alors, le squeezing, c'est souvent, d'ailleurs, quand je vous l'ai présenté, vous avez bien vu que c'était un peu perturbatif. Je vous ai dit que c'était JZ fois JZ, c'est comme s'il y avait une précession différentielle. Ça, c'est un argument perturbatif. Effectivement, généralement, le squeezing n'est valable qu'à temps court. Lui, à temps long, regarde, il obtient des états qui peuvent être aussi intéressants d'un point de vue métrologique, qui sont, par exemple, celui-là, où, ici, tous les atomes sont dans 8 ou moins 8. Et vous n'avez pas un mélange entre 8 et moins 8, donc les deux états extrêmes de J égale 8, parce que si vous mesurez dans la base orthogonale, vous voyez des cohérences, en fait. Et en analysant ces cohérences, il est capable de démontrer un gain métrologique, c'est-à-dire, dans son cas, le gain métrologique, c'est pour mesurer le champ magnétique. Et le gain métrologique, dans son cas, est de 8 par rapport à un état, donc dans son état de Schrödinger, là, de chat de Schrödinger, où les atomes sont dans une superposition 8 et moins 8. Donc le chat, c'est pas entre les atomes, c'est dans un atome donné, il considère que son état atomique est une sorte de chat de Schrödinger du point de vue des spins électroniques qui constituent l'atome. Et ce chat, en fait, il a un gain métrologique qui est en 1 sur J. Et dans son cas, enfin qui est J plutôt, dans son cas, à cause de l'interféromètre, il n'a pas un contraste 1, il trouve un gain qui est typiquement de l'ordre de 8 ou 9. Voilà. Donc c'est pour dire que ces atomes de grand spin peuvent avoir un intérêt d'un point de vue métrologique, en tout cas d'un point de vue fondamental. C'est quelque chose qu'il a démontré récemment, mais c'est aussi des idées que Eugène Polzik a démontré il y a fait des années avec des vapeurs de césium, ces gains métrologiques typiques avec des atomes de grand spin. On n'a pas besoin d'atomes spécialement exotiques pour faire ça. Si je passais en parler, Sébastien Glaise, là, il était venu, on avait discuté, ils ont dit un article électrométrie avec des chats de Schrödinger. D'accord, oui, en fait, ce matin, ça me rappelle. C'est pareil, il n'y a pas d'intrication. C'est exactement la même idée, quoi. C'est une intrication entre spin et ennemi du même atome. Et aussi avec les atomes de Rydberg. Donc voilà. Donc nous, tout ça, ça va nous intéresser, comme je vous l'ai dit, du point de vue de la physique à N-corps. Donc nous, on va plutôt essayer de se mettre dans un régime où l'intrication, elle n'est pas dans l'atome, mais c'est une intrication interatomique. Donc c'est vraiment la physique d'atome à N-corps, enfin de système à N-corps quantique. Et une des raisons pour lesquelles ça nous intéresse tout ça, c'est que vous avez sûrement, comme je vous l'ai motivé au départ, les systèmes à N-corps sont des systèmes très difficiles à décrire d'un point de vue théorique, mais ils sont aussi, donc, en gros, parce que le Hamiltonien il a une taille 2 puissance n, donc c'est difficile à calculer. Mais en fait, c'est aussi difficile à mesurer. Si vous avez un système qui a une taille avec n atomes et un spin ennemi, si vous voulez caractériser la matrice densité associée à ce système, vous avez une tâche qui est tout aussi difficile que si vous voulez en fait le calculer d'un point de vue numérique. Donc, la tomographie quantique, qui consisterait à comprendre parfaitement notre système, elle est attirante pour des petits systèmes, on va dire, mais pour des systèmes plus gros, où on veut faire des simulateurs quantiques avec des centaines d'atomes, elle n'est pas pratique, elle n'est pas valable en réalité. Et donc, il faut bien apprendre à faire des mesures qui nous permettent de caractériser notre système, qui soient peu coûteuses et qui soient pratiques. Et donc, une de ces mesures, effectivement, une des approches, c'est de faire des mesures collectives. Une autre approche, là, que je vais décrire brièvement, même si je ne vais pas montrer nos résultats à ce sujet-là, c'est de faire des mesures partielles. Donc, par exemple, je prends un cas très simple, si vous avez un état pur, psi,
la trace de la matrice au carré vaut 1. Ça, c'est lié à la pureté. On peut dire que l'état est pur, donc on peut diagonaliser la matrice et en gros, dans une certaine base, on sait qu'il y a un élément qui vaut 1 dans la diagonale et tous les restes, c'est 0. Donc la trace de ρ2, c'est 1. Mais si vous faites une mesure partielle si ce système est composé de 2 sous-systèmes et que vous faites la trace du système sous le sous-système A, la trace obtenue de la matrice réduite est différente de 1. Et donc, en gros, ça ressemble à un état qui n'est pas pur, qui a l'air thermique un peu. Et donc, ça, c'est une façon de mesurer l'entropie associée à l'intrication. Donc, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Comme petit exercice, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire cet exercice avec un spin 1,5 intriqué, par exemple, ou là, c'est un état intriqué, ou un produit, un spin 1,5 qui serait dans un état cohérent pour 2 atomes. Et vous pouvez faire ce calcul-là, où vous faites la trace sur un des atomes. C'est un peu technique à montrer en transparent. Et je vous encourage à faire ça pour comprendre bien cette idée-là, si elle ne vous est pas connue. Mais l'idée, grosso modo, c'est que quand vous avez un état up-down plus down-up, c'est un état pur, okay, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'entropie. Mais par contre, effectivement, si je mesure le spin de droite et que je regarde le spin de gauche, j'aurai des fluctuations du spin de gauche. Ces fluctuations, si j'ai des fluctuations, il y a une entropie. Et cette entropie que vous avez, en fait, c'est l'entropie d'intrication. Voilà, donc nous, on a commencé à faire des manifs comme ça un peu partielles, on va dire, mais je n'ai pas décidé de vous en parler. Là, je vais vous montrer simplement les expériences qui consistent à mesurer, en gros, les mesures globales. Donc, notre expérience qu'on a développée au LPL, sur laquelle je travaille avec notamment Laurent Bernac, qui est aussi un maître de conf dans le groupe, consiste à prendre les spins qui pointent vers le haut, dans notre cas au départ, faire un pulse RF, et puis on va voir si ces atomes vont être dans un réseau optique, et les atomes vont interagir à distance. C'est très important, parce que je vous ai parlé je vous ai dit que je voulais voir de l'intrication entre atomes, donc j'ai besoin d'interaction. Et cette interaction, c'est l'interaction dipôle-dipôle. Elle n'est pas aussi forte que pour les atomes de Rydberg, mais elle est quand même assez forte dans le cas du chrome, parce que c'est un atome fortement magnétique qui interagit avec de fortes interactions dipôle-dipôle. Oui, donc effectivement, j'ai cité les atomes de Rydberg, avec lesquels on peut faire des choses. Excuse-moi, Bruno, ça change quelque chose que ce soit dipolaire électrique ou dipolaire magnétique? Ça change des choses, au sens où nous, le hamiltonien qu'on a, il a un terme d'Ising et un terme d'échange. Un des intérêts des atomes de Rydberg ou des molécules froides d'ailleurs, c'est que le dipôle étant électrique, il n'y a pas de dipôle permanent. Si tu ne mets pas de champ électrique, ce terme d'Ising n'existe pas. Et donc au contraire, si tu mets un champ électrique, ce terme d'Ising existe. Et donc tu peux en fait, avec les atomes de Rydberg ou avec les molécules, tu peux faire varier le rapport relatif entre le terme d'Ising et le terme d'échange. Et en fait, il y a des transitions de phase associées à ça. En fonction, si l'un domine, par exemple, si là, au lieu de moins un quart, j'avais un demi, eh bien, ce serait le modèle d'Heisenberg, sur lequel il y a tout un tas de symétries, tout un tas de propriétés qui ne sont pas partagées par mon hamiltonien. Un facteur 1,5 qui se transforme en moins un quart, en fait, ça change complètement la physique. Par exemple, tu prends le hamiltonien de Heisenberg, tu fais un pulse pi sur 2 ou n'importe quel truc, par symétrie, en fait. Avec un Hamiltonien d'Heisenberg, c'est S1Z, S de Z, plus S1X, S de X, plus S1Y, S de Y. Donc c'est symétrique dans la rotation, dans l'espace. C'est S scalaire S, S1 scalaire S2. Tu vois que si je change le champ, la direction du spin par rapport au champ, comme c'est un Hamiltonien complètement symétrique, il n'y a pas de raison que rien ne change. Donc la capacité à changer, que les Rydberg ont, ou les molécules ont, la capacité à changer le rapport entre Ising et échange, est en fait assez cruciale. Et te donne accès à plein de physique nouvelle, que nous, on ne peut pas faire. Il y en a qui le font? Il y en a qui le font. Donc, par exemple, pour l'instant, les molécules, par exemple, ont travaillé avec un terme d'Ising nul. Il y a Ligné, notamment, qui a lancé tout ça à l'origine. Maintenant, il y a Basimbach, qui est très avancé là-dedans aussi. Et les atomes de Rydberg, Antoine, il a fait des manifs où il y avait du Ising, il a fait des manifs où il n'y avait pas du Ising. L'étude du diagramme des phases totales n'a pas été vraiment faite de façon systématique, mais ils utilisent complètement
différents régimes d'interaction et en fonction de leur expérience, ce sera différents modèles de spin. Donc là, je vends très bien les molécules et rivières comme étant mieux que ce que je fais. Et je pense que c'est certainement vrai. Si on cherche un truc intéressant de ce que nous on fait, que eux ne peuvent pas faire, c'est que les atomes de rivière ont une durée de vie très courte, mais aussi les molécules en réalité à cause des collisions inélastiques. Donc nous, la stabilité des atomes est en fait assez cruciale. Et de ce fait, par exemple, on peut avoir un système où les atomes bougent dans le réseau, tunnel d'un site à l'autre. Et du point de vue de la simulation quantique, c'est assez crucial parce que beaucoup de questions ouvertes en matière condensée sont associées non pas seulement au magnétisme tout seul, mais au couplage entre magnétisme et transport. Par exemple, la supraconductivité aux températures, c'est quelque chose qui apparaît quand on rajoute du transport au magnétisme, et puis on ne comprend pas pourquoi on a un état supraconducteur. Et c'est vraiment lié au fait qu'il y a des trous dans le système, et que les particules peuvent tunneler et bouger. Et ça, ces gens-là, les gens qui font des molécules et des rivières, ils ne peuvent pas encore faire ça. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, et puis dès qu'il y a deux molécules, elles disparaissent, qui se tapent dessus, elles disparaissent. Donc c'est pour l'instant une limitation, peut-être pas incontournable, mais c'est une limitation de ces domaines-là. Quelles molécules utilisent là du coup Donc les molécules dans ce domaine-là qui sont utilisées, ce sont toujours des molécules hétéronucléaires, parce que tu veux avoir un moment dipolaire électrique, donc tu veux briser finalement la symétrie. Donc c'est par exemple Junier, c'était KRB, Basimbach, je ne sais plus, il y a NAK, c'est toujours pour l'instant des mélanges d'alcalins. Et puis récemment, il y a toute une révolution qui est en train de se passer, où il y a des molécules de plus en plus complexes qui sont refroidies maintenant dans des pièges magnéto-optiques, des molécules en gros, on appelle ça des organométalliques. Non, pas vraiment. En tout cas, des molécules où il y a un atome à 2 électrons qui donne un électron, comme le strontium. Et donc, il reste un atome quasiment, une fois qu'il a donné son électron pour faire sa liaison moléculaire, cet atome reste un peu comme un atome de Rydberg, alcalin, et donc il y a des transitions presque fermées. Donc tu peux faire du refroidissement laser sur ces molécules. Mais il n'y a pas encore de simulateur quantique avec ce genre d'objet encore plus intéressant. Du coup, la durée de vie là, de ton système magnétique, c'est combien de temps par rapport Nous, c'est la durée de vie associée aux collisions avec le gaz résiduel, donc c'est de nombreuses secondes. Ok. Enfin, alors je mens un petit peu, ce serait de nombreuses secondes. Il y a un phénomène de relaxation dipolaire qui peut avoir lieu. Donc, par exemple, en gros, nous, quand les atomes sont dans des réseaux relativement éloignés, ça reste quand même assez long. Mais notre difficulté à nous, du point de vue de la durée de vie, c'est la relaxation dipolaire, c'est-à-dire 2 atomes qui se rencontrent et puis il y a un basculement de spin. Et donc, nous, une des choses qu'on a démontré, c'est que tu peux contrôler ça justement dans des réseaux optiques pour franchement le régler. Là, dans un des réseaux, nos résultats, on avait diminué par un facteur 1000 la relaxation dipolaire comme ça dans un réseau. Donc, c'est quelque chose qui est contrôlable chez vous. Alors, donc ça, c'est juste pour vous dire, l'expérience, les atomes pointent vers le bas, on les excite avec de l'ARF, et puis les choses qui nous intéressent, nous, du point de vue de la physique à N-corps, c'est comment ce système quantique, pur au départ, c'est un système où j'ai pas d'entropie de spin, tous les spins, il n'y a pas d'entropie dans le spin, c'est un état pur. Comment il évolue vers un état qui a l'air un peu d'équilibre. Et en fait, dans cet état d'équilibre, j'ai déjà parlé d'entropie d'intrication, donc d'entropie. En fait, cet état d'équilibre, il est descriptible en fait par des ensembles thermodynamiques. En fait, c'est une sorte de domaine assez fascinant où on fait la connexion entre la physique à N-corps et la thermodynamique. En fait. Vous avez peut-être entendu parler de Eigenstate Thermalization Hypothesis. C'est un peu le mot-clé, mais en gros, la question qu'on peut se poser, c'est comment les lois générales de thermodynamique surgissent naturellement dans un système quantique à N-corps suffisamment complexe. Et nous, on va étudier tout ça en faisant ces manips qui concernent le spin total. Donc, une des choses qu'on peut faire facilement, c'est regarder la projection des états de spin des atomes dans l'axe Z, par exemple, donc les sous-états Zeeman. Regarder comment ils évoluent en fonction du temps. Donc là, j'ai 4 différentes expériences en fonction de l'angle de tilt des spins par rapport au champ magnétique. Et dans chaque cas, je vois mon système qui évolue spontanément sous l'effet des interactions entre atomes vers un état où il ne bouge plus et on essaie de comprendre cet état en termes un peu thermodynamiques.
Là, les simulations, vous voyez qu'il y a donc nous, on prend des données et on parle toujours de simulateurs quantiques, mais il ne faut pas négliger l'intelligence des théoriciens. Et donc, on fait les manipes et après, en fait, ils trouvent des modèles approchés parfois qui collent quand même bien aux données. Et dans ce cas-là, effectivement, ils ont démontré qu'il fallait vraiment prendre en compte les corrélations quantiques pour que les données soient bien décrites par ce type de modèle qui s'appelle une généralisation en fait, de l'approximation Truncated Wigner Approximation. Juste sur les états externes, vous êtes dans des réseaux optiques, c'est ça? Donc on est dans des réseaux optiques Un seul atome par... avec exactement un atome par site. Pour l'instant, c'est un modèle de spin. Ces données sont pour un modèle de spin isolé où il n'y a pas de transport. Voilà, je vous ai promis un tout petit peu d'interférométrie. Donc, en fait, une façon de caractériser, c'est de regarder simplement les populations. Puis l'autre façon de caractériser, ça va de faire un interféromètre de Ramsey. Si vous faites un interféromètre de Ramsey, tel que je vous l'ai introduit plus haut, ce que vous allez pouvoir voir, en fait, c'est la réduction de la longueur de spin. Au départ, les atomes pointent tous dans la même direction. Et puis après un certain temps, les atomes pointent dans des directions pas forcément aléatoires, mais en tout cas corrélées et différentes les uns des autres. Et donc, il s'en produit une réduction de la longueur de spin qui se traduit donc par une réduction de l'interféromètre, du contraste de l'interféromètre. Si vous mesurez pour des temps de dynamique différentes le contraste de l'interféromètre, donc là, en fait, chez nous, c'est des temps assez longs qui sont plus longs que notre temps de décohérence associé aux fluctuations de champ magnétique. Donc chez nous, le contraste de l'interféromètre, c'est plutôt, on ne le caractérise pas en faisant varier une phase de façon contrôlée, mais la phase varie de façon aléatoire à cause des fluctuations de champ magnétique. Le contraste de l'interféromètre, en fait, c'est le contraste des fluctuations observées, de la magnétisation après un certain temps t. Donc en vert, là, c'est en gros l'enveloppe, ça va être le contraste de l'interféromètre, et vous voyez donc que la longueur du spin, donc le spin collectif qui au départ est proche de 3, c'est-à-dire 3 fois n, tous les atomes pointent dans la même direction, tend vers une valeur beaucoup plus petite. Et excuse-moi Bruno, oui. Tu fais une sorte d'horloge pour chacun des atomes et tu finalement détectes une moyenne de tous ces atomes qui sont dans des niveaux MF différents. Je fais une horloge commune à tous les atomes et en fait, ces atomes, il peut y avoir un peu une précession différentielle parce que j'ai un gradient, donc j'essaye d'annuler ça. Ouais. Okay. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ce qui reste comme réduction du contraste, c'est en fait associé aux interactions dipolipôles. Et ça, on est facilement sûr que la chute de contraste, elle est liée qu'à ça, quoi. Alors, c'est des choses qui sont assez connues, parce qu'en fait, là, je suis en train de réinventer la résonance magnétique nucléaire. Donc, en RMN, c'est tout le temps ça qu'ils font. Et en fait, notre but, c'est de voir les interactions dipôle-dipôle. Et en RMN, le but, c'est de voir les noyaux et donc, en fait, d'annuler l'interaction dipôle-dipôle. On fait une sorte de RMN quantique. Alors, ce qui va être intéressant chez nous, c'est que cette réduction du contraste de l'interféromètre, pour nous, est la signature de la croissance de corrélation atomique. C'est ça qui nous intéresse. Alors, dans un truc RMN, effectivement, tu essaies de débarrasser ça en faisant des pulses très compliquées de façon à annuler cet effet-là. Parce qu'eux, ils sont intéressés vraiment à mesurer les spins individuels, finalement. D'accord. Donc, c'est vraiment... nous, on est intéressés par ce qui ennuie la RMN en général. Tu vois, par exemple, cette équation-là, c'est la réduction dynamique. Donc, c'est un papier d'Anna Maria Ray, que j'aime beaucoup, qui est un papier théorique de 2013. En fait, on travaille beaucoup avec Anna Maria Ray. Et elle dit que la longueur du spin, moi je l'appelle elle l'appelait S-pert, mais peu importe, elle varie comme 1 moins t carré. Donc c'est une théorie de perturbation à deuxième ordre. Donc ce qui est beau avec les systèmes quantiques, c'est que la théorie de perturbation au deuxième ordre elle est toujours très facile à écrire. On a vraiment beaucoup d'intuition qui peut sortir la théorie de perturbation au deuxième ordre. Et dans son papier, elle démontre finalement que la réduction du spin est liée à quoi? Elle est liée à ce qu'elle a noté comme, ce que j'ai noté, je crois, comme delta B, qui est en fait une sorte de fluctuation de précession inhomogène, j'ai écrit ici, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un champ moyen, et puis les différents atomes ne voient pas forcément exactement le même champ moyen. Ça, c'est un effet champ moyen. Et il y a cet effet-là, qui est un effet qui est purement au-delà du champ moyen. Donc nous, dans notre communauté, on prend le parti de dire, en gros, pour caricaturer,
Le champ moyen, c'est pas intéressant parce qu'on a des théories pour le faire. Donc, nous, on est toujours intéressé par ce qui dévie du champ moyen. Et donc, ce genre d'équation te dit que, par exemple, si tu es dans un système suffisamment homogène, ce truc-là, cette variance va être faible, l'inhomogénéité va être négligeable, et donc tu seras piloté par des théories au-delà du champ moyen. Donc, effectivement, tu vois, par exemple, cette théorie-là, qui décrit relativement bien ce qu'on voit à temps court, c'est vraiment, le fait qu'on colle bien à ça, c'est vraiment aussi un signe qu'il y a des corrélations qui sont en train Alors, tu as cité les atomes de Rydberg, aussi avec les atomes de Rydberg, ils voient ça, ce genre de décroissance ce type d'interféromètres ont été faits aussi avec les atomes de Rydberg, aussi avec des molécules, et donc nous aussi avec des atomes. J'ai une question peut-être super naïve, mais j'utilise la micro-ondes pour faire ces interférences. Nous, c'est de la radiofréquence. De la radiofréquence, il y a un intérêt à. Oui, la radiofréquence. J'allais dire à faire de l'optique ou pour être, je sais pas, une sorte de facteur d'échelle plus important. Je dis sûrement une bêtise, mais. L'optique, j'y viendrai peut-être très brièvement à la fin, mais l'optique, ça permet de faire des champs magnétiques, par exemple, structurés dans l'espace ou de faire des champs quadratiques. Nous, on a un spin binaire où il n'y a pas d'effet quadratique. Tu peux créer ça avec de l'optique. Mais il y a toujours des missions spontanées. Non, mais c'est une question. Ok. Ouais. Alors, aussi, tout à l'heure, tu as dit que l'intrication, ça pouvait aussi réduire la variance et améliorer la mesure. Là, c'est plutôt, en termes métrologiques, là, on est plutôt sur un effet négatif, entre guillemets, qu'elle réduit le contraste. Alors, je vais y venir, là-dessus parce que je vais vous parler de la variance. Chez nous, il se trouve, tu vois, ce Hamiltonien-là conserve SZ, la magnétisation est conservée. SZ est un nombre conservé. Dans notre cas, la variance est conservée, en fait. Nous, on ne va pas chercher à démontrer l'intrication. C'est pas un état, en tout cas pas dans l'axe Z. Il faut faire attention. En fait, chez nous, s'il y a du squeezing, en fait, il y a du squeezing qui est prévu, mais ce n'est pas dans l'axe Z, c'est dans un axe tordu auquel on n'a pas accès pour l'instant. Mais là, par exemple, en fait, c'est une très bonne transition vers ce que je vais décrire juste après, ce transparent. Là, c'était juste un transparent pour dire que, vous voyez, si vous faites l'expérience dans un réseau, vous avez une réduction du contraste. En fait, elle est encore plus rapide si je ne fais pas d'écho de spin. Là, il y a un écho de spin, mais il y a quand même une réduction du contraste qui est liée aux interactions entre atomes. Et c'est la physique, au-delà du champ moyen, il y a des corrélations. Si je fais ça dans le condensat, qui est le royaume un peu du champ moyen, parce qu'on est dans une fonction produit, pour des raisons qu'on a fini par comprendre, en fait, le contraste n'est pas réduit. Et toute la dynamique est bien décrite par une théorie, en fait, ferrofluide classique. Je ne vous demande pas de comprendre tout ça, mais c'était, parce que c'est un peu technique, mais c'est un cas où, par exemple, faire un interféromètre de Ramsey, on avait deux régimes, avec ou sans réseau. Et dans un régime, on a pu démontrer qu'il y avait des corrélations qui naissaient grâce à la réduction du contraste. Et effectivement, dans un régime de champ moyen, le contraste n'est pas réduit. D'ailleurs, alors qu'on ne fait même pas d'écho. Donc voilà, c'est pour dire qu'effectivement, nous, on utilise aussi des interféromètres de Ramsey pour caractériser des systèmes à une corne. Alors, je reviens à ta question sur les fluctuations. Et nous, on va essayer effectivement de mieux comprendre l'émergence de corrélations en regardant nos fluctuations. Et en fait, ce qu'on va utiliser, donc là, c'est un slide très général pour expliquer que, effectivement, si vous avez des spins individuels aléatoires qui pointent dans des directions aléatoires, le spin collectif, il sera en racine de n, c'est une marche en hasard. La variance sera en n. Et par contre, effectivement, si j'ai des corrélations, par exemple, si ce spin-là, en fait, il est anti-corrélé avec celui-là, donc on s'aperçoit finalement que lui, il est dans le sens opposé à lui, etc. En fait, vous voyez qu'il y a des corrélations, et du coup, je peux avoir des fluctuations qui sont soit plus petites que n, soit plus grandes que n. Et dans tous les cas, en fait, ce sera des symptômes, en fait, de l'existence de corrélation. Là, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Chez nous, donc, on va essayer de mesurer ces corrélations, mais on a un système plus riche que 1,5. Je vous ai déjà expliqué que pour un système 1,5, finalement, il y avait des choses qui ne se vérifiaient pas forcément quand on a un spin plus grand que 1,5. Mais ici, par exemple, cette équation que je vous ai déjà présentée, je regarde la variance de SZ. Donc là, variance de SZ, dans mon cas, j'ai dit qu'elle était conservée.
s'il avait un spin 1,5, du coup, je pourrais en principe pas démontrer de corrélation, puisqu'elle est conservée. Je ne pourrais pas démontrer de corrélation juste en regardant la base Z. En fait, pour un spin plus grand qu'1,5, vous voyez, la variance de SZ, elle est liée à quelque chose que je peux estimer pour un système homogène, à quelque chose que je peux aussi estimer, ça c'est simplement la population que j'ai dans les différents sous-états Zeeman fois ms carré, fois ce corrélateur. Donc, vous voyez qu'au départ, à t égale 0, j'ai un système qui est non corrélé. Donc, un peu par design, var SZ, il va être égal à ces deux termes-là. Enfin, ce terme-là moins celui-ci. Et puis, mon système évolue, et ce terme-là va évoluer. Dans mon cas, ça, c'est constant en fonction du temps. Et donc, l'évolution des populations, en fait, par elle-même, est une démonstration de l'apparition de corrélation, alors que je n'ai pas de squeezing de SZ. De même façon, en fait, je n'ai pas seulement 2 états de speed, j'ai plein d'états de speed. Donc, en fait, je peux faire il y a des lois plus générales que ça. Si je regarde la covariance entre des populations différentes, je peux les relier à un corrélateur. Et donc, pour les systèmes de spin plus grands que 1,5, effectivement, finalement, il y a des nouvelles choses qu'on peut mesurer en regardant les variances et les covariances, en n'utilisant qu'une seule base, qui me donneront des informations sur les corrélations. Alors, c'est difficile à faire, et notamment parce que, donc nous, on a fait un nouveau système d'imagerie, enfin un système d'imagerie en utilisant une EMTCD et un système d'imagerie par fluorescence. Voilà, on a des assez belles images qui permettent de maintenant faire de la statistique sur ces images. Et je vous ai dit qu'on était intéressé par le bruit de projection quantique pour essayer de caractériser en gros les fluctuations. Mais il y a tout un tas de bruits qu'on a dû bien comprendre. Et une des difficultés, par exemple, c'est que les bruits techniques, par exemple, si je fais un pulse RF, ils vont varier en n carré. Moi, je travaille avec 10 puissance 4 atomes. Donc, en fait, ce que je disais, c'est qu'on cherche des moyens de caractériser des systèmes quantiques grands avec beaucoup d'atomes. Les bruits quantiques typiques, ce n'est pas toujours le cas, sauf pour les chats Schrödinger, la variance de SZ peut être en n carré, mais typiquement, quand ce n'est pas trop quantique, les bruits typiques que vous avez, ils sont en n. Et j'ai un bruit classique qui est en n carré. Donc, en fait, pour faire ce type d'expérience avec beaucoup d'atomes, vous avez besoin, enfin, c'est technique quand même. Donc, chez nous, l'expérience, elle consiste à reproduire plein de fois la manip, à mesurer les fluctuations, à bien caractériser toutes les fluctuations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, qui sont un peu trop techniques. Mais nous, il faut vraiment qu'on caractérise toutes nos fluctuations. En fait, on n'est pas encore dans le régime. On deviendra, parce qu'on va reconstruire un peu la manip pour que ça marche mieux. Et pour l'instant, on doit estimer tout un tas de bruits et les soustraire en quadrature à nos fluctuations expérimentales pour déduire les variances qui nous intéressent et donc les corrélations. Donc là, c'est pour vous montrer un peu à la fois l'état de l'art. Vous voyez, il y a des grosses barres d'erreur, donc ça peut paraître pas génial, mais c'est quand même l'état de l'art au sens où, en fait, pour l'instant, pour 10 puissance 4 particules, c'est ce qu'on sait faire de mieux, nous, et puis aussi, voilà, c'est quand même des manips nouvelles qui n'avaient pas encore été faites, donc on commence à pouvoir voir, en regardant des fluctuations collectives de spin, on commence à pouvoir voir, bon là, c'est en gros, ce terme-là, il est nul, ce somme des ms carré PMS, c'est le terme bleu. La variance de SZ, c'est les trucs rouges. Donc, en gros, l'air, ici, ça va vous donner l'intensité des corrélations. Donc, c'est une mesure purement expérimentale d'un corrélateur dans un système à 10 puissance 4 particules, ce qui n'est pas du tout facile à faire. Voilà. Donc, c'est un peu la fin de... Quelle heure il est à peu près, s'il vous plaît? Moins 5. Moins 5. Ça veut dire que ça fait 50 minutes déjà que je... On a commencé en retard. Okay. Bon, donc, je vais vous présenter quand même, est-ce que j'ai le temps de vous présenter un peu l'histoire de Super Radiant? Voilà, donc on a, bon ça fait écho à une question de Nassim, on travaille aussi sur le strontium qui est d'intérêt métrologique comme vous savez, et c'est juste ce slide pour vous dire qu'il y a plein de physique intéressante à faire et que, notamment, effectivement, on peut, avec de la lumière, manipuler les atomes différemment et qu'il y a un intérêt de le faire. Il y a un intérêt notamment quand vous avez des transitions d'horloge parce qu'il n'y aura pas d'émission spontanée. Quand le spin, ça interagit avec un champ magnétique, ça n'interagit pas avec un champ électrique. Et un laser, c'est un champ électrique. Donc si tu veux toucher le spin avec un champ électrique, avec un champ laser,
il faut que dans l'atome, il y ait un couplage entre le spin et l'orbite. Et généralement, toucher le spin avec du laser, ça se fait avec malheureusement l'émission spontanée. Et ces atomes d'intérêt métrologique pour nous, ils ont comme intérêt du fait qu'on va pouvoir toucher au spin avec des lasers et donc éventuellement microstructurer, basculer les spins un site sur deux d'un réseau, tous les microns par exemple, avec des lasers sans avoir trop d'émissions spontanées. Donc ça, c'est le sujet qu'on explore avec Martin au LPL aussi, avec le strontium. Voilà, donc le second sujet, c'est beaucoup plus court que j'ai prévu, mais qui est relié à ces applications métrologiques, c'est ce laser super radiant, qui est une idée qui a surgi il y a une dizaine d'années dans la communauté, et pour lesquelles, à nouveau, des corrélations entre atomes vont permettre en fait d'avoir un gain métrologique, et en pratique, là, par exemple, de créer un laser dont la largeur naturelle sera la largeur intrinsèque fondamentale est plus faible. Techniquement, l'idée, c'est que quand vous avez un laser, quand vous avez un laser, si le gain a une bandwidth, une largeur qui est grande par rapport à la largeur des modes associés à la réflectivité de votre miroir, si le miroir fluctue, c'est essentiellement les miroirs qui fixent la fréquence, et donc le laser va fluctuer, et donc vous savez sûrement mieux que moi que c'est une grosse difficulté pour les horloges atomiques, par exemple. Et donc, il a surgi l'idée, en fait, d'avoir des systèmes, en fait, très, très propres, où les atomes seront à l'intérieur de la cavité. Ils vont fixer un gain très étroit, qui est essentiellement la largeur naturelle des atomes, qui est beaucoup plus étroit que la largeur du mode. Et donc, c'est eux qui fixent la fréquence à laquelle le laser va laser. Et donc, on va avoir des lasers qui fluctuent beaucoup moins. En gros, ce qu'on appelle le cavity pooling sera beaucoup plus petit. Si vous faites ça, en fait, le problème, c'est que les atomes, ils ne diffusent pas beaucoup de lumière. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, si vous avez des atomes indépendants, ils ne diffusent pas beaucoup de lumière. Et donc, l'idée qui a été proposée, c'est d'utiliser la super radiance, donc de mettre une collection d'atomes, pas seulement un atome, mais plein d'atomes. Dans un régime que je vais vous décrire, ces atomes peuvent se synchroniser. Il peut y avoir une interférence de la lumière émise par chacun des atomes, même si c'est l'émission spontanée, elle peut être cohérente et en fait interférer dans une certaine direction, qui est la direction de la cavité, de façon à amplifier la lumière dans cette direction et avoir suffisamment de lumière pour faire quand même un laser utilisable. Donc, nous, on a commencé un projet qui est en fait beaucoup plus petit que les projets qu'on fait d'habitude au LPL, où des atomes vont arriver, vont sortir d'un jet en fait atomique, on va légèrement les ralentir, on va les défléchir et ils vont aller vers une cavité. On va les exciter dans un état électroniquement excité et ils vont émettre de la lumière de façon collective dans le mode d'une cavité. Donc en gros, ici, c'est un peu l'état de l'art, la manip, mais ça c'est le four, les atomes vont dans cette direction-là, et puis à l'intérieur là, juste avant d'arriver dans la cavité, ils seront excités dans l'état 3P1, et si on atteint un bon régime, il y aura de l'émission super radiante de 3P1 vers 1 et 0. Donc, ça paraît un système, alors moi je suis intéressé par la physique quantique, donc là vous avez un système quantique, vous avez des atomes qui vont interagir avec le mode de la cavité, c'est vraiment la cavité QED, c'est cavité QED, quoi. Et en plus, c'est même plus intéressant parce qu'en plus, les atomes, ils émettent de la lumière, donc il y a aussi un couplage avec le mode du laser qui est sorti. Puis les atomes, ils rentrent, ils sortent. Ça fait un système, en fait, quantique, ouvert, relativement compliqué. Et en fait, on a trouvé une façon d'écrire des équations très simples pour décrire ce système. Grosso modo, c'est une simplification de ce hamiltonien, mais dans un certain régime, si vous voyez que moi j'aime bien les spins, donc je vais décrire mes états, ces états électroniques, mais je mets ça toujours en termes de spin. Donc par exemple, mon opérateur de spin S+, ce sera le projecteur selon G, puis après selon EG. En gros, ce sera la même chose qu'un dipôle. Et en fait, on a trouvé des moyens de faire des équations assez simples. Vous voyez, par exemple, dSZ sur dt, c'est quoi? J'ai un chargement, ça c'est simplement que je charge, gamma sur 2, c'est que je charge les atomes dans l'état excité. Et puis ça, c'est le déchargement. C'est-à-dire que à chaque fois, régulièrement, à chaque fois qu'il y a un atome qui sort, Sz, mon spin total, il est réduit d'un facteur n-1 sur n.
Donc en fait, c'est des équations qui se décrivent assez facilement avec les mains, on va dire, et qui permettent de trouver des solutions analytiques aussi pour décrire quand est-ce que ça va marcher. Donc les deux choses que je veux vous dire, c'est un, ça va marcher si je suis dans le régime coopératif, c'est-à-dire si collectivement, le nombre d'atomes fois la coopérativité de la cavité, qui est G2 sur kappa gamma, est supérieur à 1. Et puis, ça va marcher aussi si, grosso modo, le taux d'émission de la lumière dans la cavité est plus grand de gamma sur n, ça va être le temps de transit dans la cavité. Là, je réalise que c'est un petit peu mathématique, mais grosso modo, je veux juste vous décrire la physique et vous donner l'intuition de pourquoi est-ce que ce laser va être très fin. Et pour ça, je vais utiliser en fait la même figure que celle que j'ai représentée tout à l'heure. Donc j'ai les atomes qui rentrent dans la cavité. À chaque fois qu'il y a un atome qui rentre dans la cavité, JZ va augmenter de 1,5 parce que les atomes, ils sont tous dans l'état excité. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que si j'ai déjà un dipôle des atomes dans la cavité, mon atome qui est rentré dans la cavité, on a fait une théorie de perturbation assez simple qui montre en fait que son spin va avoir tendance à s'aligner avec le dipôle déjà présent des atomes dans la cavité. Donc il y a un phénomène de synchronisation qui se passe et qui est important parce que c'est ça qui va permettre de créer un dipôle qui vit longtemps dans la cavité. Et ensuite, ce dipôle va survivre malgré le fait que quand je perds des atomes, et bien à chaque fois que je perds un atome, mon spin collectif, finalement, il y a un atome parmi n qui disparaît, donc mon spin collectif, il est réduit d'un facteur n-1 sur n. En fait, les équations que je vous décrivais ici, là, c'est essentiellement ce que je vous ai décrit avec les mains ici. Donc maintenant, si vous avez un dipôle, comme ça, qui existe, ben vous savez qu'un dipôle atomique, il radie de la lumière. Et la fréquence à laquelle il radie, la phase à laquelle il radie, dépend en fait de la phase du dipôle. Donc le laser, en fait, sa fluctuation de fréquence et donc sa largeur du laser va dépendre uniquement de comment fluctue cette phase, que je vais noter θ ici. Et cette phase, cet angle, c'est quoi? Ben, c'est en fait les fluctuations typiques quand j'ai un atome qui rentre ou qui sort. Donc ça, c'est des fluctuations typiques, c'est 1/4. Sx carré, ça fait toujours Six carré, ça fait toujours 1/4. L2, ben, ça va être la longueur du spin. Donc 1/4 sur L2, ça va être la fluctuation de l'angle à chaque fois que j'ai un atome qui rentre ou qui sort. Et ça, ben, ça va avoir lieu à un taux gamma, qui est le taux à laquelle je fais rentrer ou sortir des atomes. Et cette formule toute simple, 1/4, 1 sur L2 fois gamma, ça vous donne, en gros, une largeur naturelle qui vaut C fois gamma, où C, c'est la coopérativité, G2 sur kappa gamma, fois gamma. Et donc, en fait, cette chose-là est en fait très petite devant gamma. Donc, c'est un truc assez magique, qui nous motive beaucoup, qui est que vous allez avoir un laser dont la largeur naturelle peut être bien plus petite, en fait, que la largeur d'émission des atomes individuels. Donc, par exemple, dans notre cas, on a une radiation qui est, on va utiliser l'arrêt d'intercombinaison qui est à 7 kHz. Si la cavité est suffisamment mauvaise, ça veut dire que C va être suffisamment petit, alors la largeur du laser peut être très inférieure à gamma. Et moi, j'aime bien, le message que j'ai essayé de vous montrer, c'est que finalement, interpréter ça en termes de spin, de longueur de spin, ça donne une interprétation physique. Donc finalement, il y a, même si c'est un système qui a un laser dans des atomes dans une cavité, on a l'impression que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je disais au début du séminaire, mais en fait, on retrouve un peu les mêmes idées, que ça va être vraiment les fluctuations quantiques qui vont vous donner les limites fondamentales de ce laser. Voilà, donc j'ai fini. C'est quoi du coup les ordres de grandeur qu'on s'attend là pour alors donc CX ou donc par exemple, globalement même. Alors c'est vrai que j'étais un peu. C, c'est donc G2 sur kappa gamma. Donc ça, c'est le couplage atome-photon. Donc ça va être en gros quelques kilohertz. Kappa, c'est donc si tu as un miroir à 99,99% de réflexion, kappa, il va être de l'ordre du mégahertz. Okay. Gamma, il est aussi de l'ordre du kilohertz chez nous. Et donc ça, typiquement, ça va être de l'ordre de, on va dire, 10-3. Ça veut dire que vous avez quand même des cavités qui sont quand même de très haute finesse. Alors oui, il faut des miroirs pas mal. Donc on appelle ça le bad cavity limit.
parce Vous appelez ça bas de qualité, moi je me suis dit c'est quand même pas mauvais. ouais, c'est pas mal, mais c'est parce que en fait, si tu travailles avec un titane saphir où tu as des centaines de nanomètres de largeur, bon, là, tu as vraiment un goût de qualité limite au sens où ton miroir, il sélectionne des modes avec les fabriques héros, etc. Là, on est dans le régime inverse, c'est bas de qualité au sens où la largeur du mode, il est plus large que la largeur du gain. Oui. C'est en ce sens-là qu'il est bas de qualité, mais après, il faut des bons miroirs. Après, si tu as des miroirs très très mauvais, mettons que au lieu de prendre 99,99, tu prends 95, ça, ce sera encore plus petit que 1. Donc, à la limite, ça fonctionnera encore mieux. Mais après, il y a quand même une question Mais- bien dans Alors voilà, ça fonctionnera encore mieux, mais il faut avoir ça. Oui. Il faut atteindre le régime collectif de coopérativité. Donc, tu veux être dans le régime où individuellement les atomes sont très mal coupés à la qualité, et collectivement, ils sont bien coupés à la qualité. Donc, si tu veux mettre, nous, dans notre cas, on pense qu'effectivement, quelques milliers d'atomes, ce sera relativement facile. C'est faisable. Il y a d'autres groupes qui sont plus gourmands que nous, qui veulent mettre beaucoup plus de qualité plus pourrie, avec beaucoup plus d'atomes, de façon à avoir un laser encore plus étroit. Et du coup, avec cette qualité pourrie, mais pas trop non plus, du coup, le besoin, faut quand même, est-ce qu'il y a besoin d'avoir quand même un ajustement de la longueur de cavité pour avoir quand même une émission, Il faut quand même pour que être- ce soit quoi, en coïncidence, quoi. Tu as raison, il faut quand même une coïncidence. Donc, chez nous, il y aura un piezo, par Il y exemple. aura un pied, mais ça suffit, genre un piezo, et puis c'est comment vous allez faire pour Alors- faire la rétroaction, quel est le signal d'erreur, je vois pas. Ça, c'est encore un peu. Au début, ce sera peut-être la main, et puis après, on verra. Mais je pense qu'il y a des gens qui disent qu'on va mettre je sais que Benjamin, lui, il veut mettre un laser défilé de quelques intervalles spectrales libres pour asservir ta qualité. D'accord. Tu peux faire ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, j'ai présenté, et ça, en fait, pour nous, c'est une manip relativement simple. C'est le vide, c'est 10-8 millibars. En gros, même les budgets sont. Mais c'est aussi parce que nous, on étudie cette trait-là, qui est relativement large encore. Il y a beaucoup de groupes qui se sont lancés sur cette idée-là en utilisant l'arrêt vraiment d'horloge, pour vraiment faire une horloge avec ça, une horloge active en fait. Et ces groupes, c'est en particulier le groupe de Thomson et le groupe de Thomsen à Danemark, et aussi Marion de La Haye à Besançon. Donc, et ça, c'est des projets, si tu veux vraiment faire une horloge d'intérêt métrologique avec des atomes ultra froids, ça devient des projets vraiment, vraiment très compliqués. Donc, nous, notre ambition, c'est pas vraiment de faire une horloge, ou alors c'est faire une horloge plus simple, mais c'est aussi de démontrer les mécanismes fondamentaux de ce truc-là. Oui, c'est un bel objet déjà. Parce que c'est un bel objet, et les théories, je vous ai dit qu'on avait une formule simple, elle est franchement fausse, cette formule, par plein d'aspects. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'approximations pour avoir des choses simples à la fin. Et en fait, toutes les théories que je connais sur ce système, en fait, sont extrêmement approchées, et donc il y a quand même un enjeu à vraiment comprendre si ça marche aussi bien que ce qu'on peut espérer. Voilà, donc j'ai fini. Désolé. Les delta oméga attendus et les niveaux de lumière détectés, c'est quoi? Alors, c'est les delta oméga. Donc, nous, on va travailler typiquement dans le régime de 100 Hz. On dit 100 Hz. On n'a pas été très gourmand. On peut faire un petit affinement par rapport aux 7 kHz pour voir un effet. Donc, ce ne sera pas. Les papiers théoriques, ils parlent de sub-Hertz. Même en utilisant l'arrêt d'horloge, même l'arrêt d'intercombinaison. Okay. Et les puissances, typiquement, la puissance, elle est proportionnelle au nombre d'atomes. Et nous, ça va être des puissances de l'ordre du nanowatt. En gros, c'est des puissances qui commencent à être très faibles, mais qui sont détectables. Et l'idée, c'est ensuite d'injecter des lasers plus puissants. Et en fait, notre grand rêve, OLPL, avec Martin et Benjamin qui ont fait ça, c'est qu'on a le lien fibré avec le CIRT, ce qui permettrait de faire ça. Voilà, donc ça c'est un transparent pour vous dire qu'on fait du magnétisme quantique avec le quantum qui ont comme intérêt des atomes de grand spin. Pour caractériser l'intrication, il y a des nouveaux outils. Et qu'on lance un nouveau projet sur le laser super radiant qui est de taille disons, plus simple et peut-être avec des applications avec une horloge, on va dire, de qualité moyenne. Ça, c'est notre groupe au LPL. Sur le Chrome, Youssef
Youssef Aziz Alaoui a fait sa thèse sur le Chrome, et en gros, les données que je vous ai montrées, un travail assez exceptionnel, je veux dire, sur l'analyse du bruit et puis la prise de données et la compréhension de notre système. Thomas Lautrette est notre nouveau postdoc avec qui on travaille, qui est en train de bien travailler, bien progresser sur le contrôle du champ magnétique. On a plein de gens qui ont travaillé avec nous des années. Donc, une personne, donc Laurent Vernac est en partie en charge du Chrome. Martin Robert de Saint-Vincent, il est en charge de la manip strontium ultra froide, et aussi avec lui et il est mis en rouge parce qu'il vient juste d'être recruté dans notre groupe. Lui, Benjamin, il a travaillé sur les 3 manips, un peu comme moi. Et tous ces gens-là, c'est des théoriciens qui en a travaillé au cours des années, et en fait, notamment Anna Maria Ray et Tommaso Rochilde, qui sont des gens non seulement qui font des calculs pour nous, mais qui nous ont donné aussi beaucoup d'idées sur quoi mesurer et quels sont. Un peu, c'est ça un peu la philosophie du truc, la théorie peut nous aider en faisant des simulations, mais aussi en nous disant quels sont les observables pertinents pour décrire un système quantique. Voilà, donc j'espère que. Voilà, merci pour votre attention. Bravo. Question ? J'ai une question. Je ne suis pas sûr. Du coup, on utilise le strontium parce que c'est une transition qui est très peu permise, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Donc, je peux aller voir ce transparent-là. Donc, le strontium, il y a plusieurs raies. Ouais. Cette raie-là, elle est très large et on l'utilise pour faire du refroidissement laser. Celle-là, c'est la raie d'horloge sur laquelle. C'est là qui est la plus intéressante. C'est là qui est la plus intéressante. Mais c'est compliqué quand même de travailler avec une raie d'horloge dans un laboratoire qui n'est pas de métrologie. Pour moi aussi, une métrologie, c'est compliqué. Et pour plein d'applications, en fait, on trouve que cette raie d'horloge, cette règle d'intercombinaison est en fait assez idéale. Elle est bien pour commencer, en fait. Elle est très bien pour commencer. Est-ce qu'il serait possible de faire ça sur d'autres atomes? Alors, il y a d'autres atomes qui pourraient être intéressants. Oui, en fait, il y a 3 atomes un peu jumeaux. Enfin, non, même pas en fait. Du point de vue métrologique, il y a les atomes, il y a ytterbium, calcium et strontium. Ytterbium, malheureusement, cette raie d'intercombinaison, elle est très large en fait. Elle est, je ne sais plus, 180 kHz, quelque chose comme ça. Donc, elle est quand même là, on se retrouve avec quand même pas mal d'émissions spontanées par rapport aux applications. Le calcium, elle est plus étroite. Donc, elle est un peu plus difficile à manipuler, mais elle est peut-être un peu meilleure avec le calcium. Mais il y a aussi, de manière générale, dans la communauté, même, il y a plein de gens qui travaillent, par exemple, j'ai cité Sylvain Nassimben, son transparent nous montrait le spin gigabit avec le gain métrologique. Lui, il peut faire ça parce qu'il met un laser proche d'une transition assez étroite. Donc, en fait, ces atomes très complexes, ils ont aussi comme intérêt d'avoir une structure atomique très complexe, et du coup, électronique. Et du coup, en fait, il y a plein de transitions, si tu vises bien, il y a plein de transitions étroites qui permettent de faire de la physique de spin avec peu d'émissions spontanées. Donc, le dysprosium ou l'erbium, ou tous les atomes qu'on appelle l'anthanide, en fait, sont très affectés. En fait, je pense que la plupart des atomes qui ne sont pas hydrogène, en fait, enfin, hydrogène light, je veux dire, alcalin, vont avoir des transitions étroites. Et en fait, c'est une transition étroite du point de vue de la manipulation des atomes, c'est un outil fantastique. Donc, je pense que moi, ce que j'observe, c'est que de plus en plus de gens utilisent ce genre de transition pour faire la physique intéressante. Et du coup, vous avez choisi le strontium. Désolé, dernière question. Vous avez choisi le strontium parce que c'est quelque chose qui commence à être pas mal utilisé et que vous vouliez. Donc, nous, on a choisi le strontium à cause de cette raie d'intercombinaison en particulier. Non, parce qu'elle est aussi fantastique pour obtenir des gaz ultra froids, si tu veux, avec. Si tu prends c'est Florian Schreck qui a démontré ça à l'origine, qui a vraiment été un des pionniers sur le strontium, qui a démontré que simplement en faisant un laser, un mode sur cette transition-là, il s'approche extrêmement près de la condensation de Rosenstein. À la fois parce que la limite Doppler est très froide, ça c'est très froid, il peut être sub-micro-Kelvin, juste en faisant un mode. Mais aussi parce que tu sais peut-être que dans les modes, souvent, il y a une limitation en densité à cause de la recapture des photons. Et donc, en fait, dans des transitions étroites comme ça, la recapture est beaucoup moins probable parce que la transition est très étroite. Il y a beaucoup moins de diffusion, mais il y a aussi beaucoup moins de probabilité de recapture.
Et donc, le truc génial avec cette transition, c'est que c'est très froid et très dense. Et en fait, ça donne au strontium, au refroidissement du strontium, voilà, c'est très bon. Puis moi, j'étais intéressé à l'époque, quand on a lancé le projet aussi, me rapprocher un peu de la métrologie. Je savais que c'est un atome d'intérêt métrologique, je sentais que c'était quelque chose qui m'intéresserait. Voilà. Merci. Merci. Merci pour cette très belle présentation. Je voudrais revenir sur la dernière partie, c'est-à-dire sur la superradiance. Vous avez dit que c'est un effet d'interférence. Moi, la superradiance, j'en ai entendu parler dans des papiers sur l'EIT parce qu'avec Sylvain, on travaille sur de l'EIT, dans des vapeurs dans un nuage d'atomes froids dans l'hélium. Et en fait, pour moi, la superradiance, de ce que j'ai compris, c'est un effet d'interférence quantique qui émerge du fait qu'il y a deux couplages simultanés, enfin deux transitions qui sont couplées simultanément, donc avec les deux lasers à 461 et 689 nanomètres, c'est bien ça? Alors oui, toi tu connais bien l'EIT, où tu as besoin effectivement, ces deux transitions, comme un système en lambda ou en échelle, et effectivement il y a un effet d'interférence quantique qui fait qu'il y a une suppression par exemple de l'émission spontanée, des états noirs, etc. Là, dans notre cas, non seulement il n'y aura pas deux transitions, mais il n'y aura même pas de laser, c'est-à-dire que c'est un système qui est excité. Les atomes sont excités avant, ils sont dans l'état excité et ils émettent de la lumière. Donc on n'est pas dans un schéma EIT, où il y a deux lasers. On n'est pas dans un schéma comme ça. On est vraiment dans un schéma plus classique de pompage d'un laser. Et effectivement, la question que tu poses, elle nous revient tout le temps et on se la pose à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de présenter la superradiance. Il y a la façon à la mode et la façon vieille. La façon à la mode, c'est dire, oui, alors c'est aussi vieux d'ailleurs, c'est des idées de Dicke, je crois que le papier de Dicke c'était les années 50. Hein. Et cette façon à la mode, elle te parle de corrélation quantique, d'intrication. La chaîne de Dicke, tu prends tous les atomes, il y en a un qui tombe et donc tu ne sais pas lequel, donc ça fait un état intriqué. Je ne sais pas si tu connais les états de Dicke. Et puis, la façon vieille, c'est de dire que ça n'est que des interférences. Et en fait, par exemple, nous, ce qu'on voit, là, nous, on a fait quand même un peu de théorie pour comprendre mieux ce truc-là. Et ce qu'on voit, en fait, tu vois, là, on calcule le corrélateur avec notre modèle, hein, il est peut-être faux, mais en tout cas, le mieux qu'on sait faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les corrélations interatomiques, elles sont faibles dans le système. Mais essentiellement, notre système, il peut quand même relativement bien se comprendre en termes de dipôles classiques qui interfèrent classiquement. Et donc, nous, quand on a commencé la manip, on disait « Ah, c'est une technologie quantique, c'est super, il y a des corrélations quantiques qui vont faire une radiation. » Et donc, d'ailleurs, on a facilement convaincu les agences de financement de regarder ça, parce qu'effectivement, ça paraissait idéal. Tu as des corrélations quantiques et tu as un laser qui est plus fin. Mais en fait, maintenant, notre compréhension de notre système, c'est que les corrélations quantiques, elles sont là simplement pour que les dipôles s'alignent. Et ensuite, une fois que le dipôle est aligné, le truc, il se comporte farouchement comme un truc assez classique, en réalité. Donc, la vision interférence, elle est quand même elle te conduit assez loin. D'accord. Okay. C'est déjà répondu à ta question. Oui, mais alors du coup, si j'ai bien suivi, on n'est pas du tout sur ce qu'on appelle du lasing sans inversion de population. Parce que là, il y a vraiment une inversion de population, non? Il y a une inversion de population, tout à fait. Dans le régime où ça fonctionne, tu vois, j'ai mis ma petite flèche là, je l'ai mise vers le haut, parce que finalement, c'est un peu ici, il y a une combinaison entre, une compétition entre la flèche qui descend, parce qu'il émet de la lumière, et puis la flèche qui monte parce que tu réinjectes vers le haut. Et le système s'arrête de laser si cette flèche n'est pas sous l'équateur. Et en fait, ce truc-là, je n'ai pas trop, je connais très bien, mais ce NC supérieur à 1, en fait, tu peux le considérer comme une condition d'inversion de population en réalité. D'accord. En fait, ce n'est pas vraiment NC supérieur à 1, c'est plutôt delta NC. C'est la différence du nombre d'atomes entre l'état excité et l'état fondamental. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait. C'est incroyable, mais
Cette condition pour avoir le laser super brillant, elle est factuellement, mathématiquement identique à la condition pour avoir un laser standard, c'est-à-dire le gain dépasse les pertes. D'accord. Merci beaucoup. J'avais une question un peu générale. Quand j'entends parler de physique à une corps, ce que tu fais d'interaction entre les particules, souvent, pour avoir les financements d'ailleurs, parmi les motivations, les objectifs, on dit oui, c'est de un peu mieux comprendre ce qui se passe dans la matière condensée. Et je me suis demandé si, du coup, vous aviez des liens avec la physique de la matière condensée. Et en fait, est-ce que clairement, il y a un apport concret qui intéresse les physiciens de la matière condensée, quoi? Est-ce qu'on y arrive petit à petit? Est-ce que ça reste encore loin? En fait, je l'ai pas vu. Je vais mettre transparent, mais il n'y a pas de nom là. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec Tommaso Rochilde. Tommaso, c'est un théoricien qui est un théoricien de la matière condensée, du magnétisme. En fait, il nous a beaucoup influencé en réalité, année après année. Un peu parce que par hasard, nous si tu veux, quand tu es expérimentateur, tu fais le truc qui est le plus facile. Donc, expérimentalement, pour nous, ce qui est facile, en fait, c'est calculer la dynamique. C'est faire des manips de dynamique. Tu prends un système, tu l'excites, tu vois comment il relaxe. En fait, lui, on n'était pas les premiers à faire ça, mais lui, une des choses qui l'attire dans ce domaine, c'est que, en fait, c'est très, très nouveau pour les théoriciens de la matière condensée de pouvoir étudier aussi facilement. Il y a quand même de la physique dans la matière condensée, on étudie la dynamique, mais c'est typiquement dans le régime femtoseconde. Donc, expérimentalement, il faut des lasers femto, etc. Et donc, pour eux, c'est pas naturel. Nous, ce qu'on fait naturellement, la ligne la plus facile à faire, pour eux, c'est nouveau. Un autre exemple, tu vois, donc ça, c'est un exemple où, en fait, on a juste des observables ou des régimes qui sont différents. Ça permet d'affiner leur modèle déjà établi sur la matière condensée. Il y a vraiment un apport concret. Ça permet, par exemple, de renouveler les questions qu'on se pose sur la compréhension d'un système quantique, plus généralement. En fait. Tu vois, par exemple, là, ce que je te dis, où je flippe un spin sur deux dans un réseau, c'est pas une question que tu te poserais naturellement en matière condensée. Ouais, bien sûr. Tu peux te poser des nouvelles questions, et aussi tu as des nouvelles observables qui sont possibles. Donc, nous, on peut mesurer atome par atome, on peut mesurer des facteurs de structure. C'est des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles questions, des nouveaux régimes, il y a la dynamique, et puis il y a aussi des choses du genre, nous, avec le strontium, comme je dis, on a un grand spin. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas que, comme l'électron, spin up, spin down. Et donc, on peut essayer de un peu dézoomer un peu et puis de dire que est-ce que le cas du magnétisme pour les électrons, spin and me, on peut le voir comme une sorte de sous-cas, une étude plus générale, et est-ce qu'on peut, d'un point de vue général, comprendre des choses sur le magnétisme et justement en ayant plusieurs différents états de spin possibles, au lieu d'en avoir deux, on peut en avoir trois, on peut en avoir quatre, on peut en avoir 10, est-ce qu'on peut gagner finalement une vision plus générale de ces systèmes quantiques à une corps, dont finalement le truc, l'électron avec un spin and me, ce serait qu'un cas particulier. On peut aussi poser des questions nouvelles, un peu comme ça, parce qu'on a des systèmes nouveaux. Après, il y a des cas, déjà, où les atomes froids, ils sont rares, mais il y a des cas où les atomes froids ont répondu à des questions. Par exemple, il y a une manip de Frédéric Chevier et Christophe Salomon, il y a une dizaine d'années, en étudiant des fermions d'interaction forte, ils ont été capables de faire des mesures d'un paramètre et de dire telle théorie, en fait, ils avaient raison, telle théorie, ils avaient tort. Et en fait, ces mesures, eux, ils disent qu'en gros, ils font une sorte d'étoile à neutrons en laboratoire, mais ces mesures, elles sont pertinentes pour comprendre des systèmes vastement différents. Donc, ça commence à venir. Ce qui n'a pas encore eu lieu, c'est, personne n'a encore réussi à expliquer la supraconductivité à haute température, mais par exemple, il y a quand même des expériences. Maintenant, les fermions dans les réseaux, en présence de transport, peuvent commencer à explorer des phases qui ont des équivalents avec les phases qui sont un peu plus à plus haute température que les supra-OTC. Mais c'est une nouvelle façon d'explorer ces systèmes. Et maintenant, tu as une façon où tu regardes atome par atome, tu peux voir les effets de bord, tu peux voir les effets de dimensionnalité.
Donc, je pense pas qu'il y ait d'apport au sens où on a vraiment. Mais c'est vraiment une nouvelle fenêtre quand même sur ce monde, je pense. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Ça, j'en avais bien conscience. Et je pense que ça, c'était assez clair, mais c'était plutôt la deuxième partie de ta question finalement qui répond. Il y a quand même des, il y a quand même des passerelles, il y a quand même des apports. Ça vient, ouais. Ça vient en fait tranquillement. Les deux communautés se parlent. Ah oui, oui, il y a beaucoup de. Non, il y a beaucoup d'interactions, hein. Beaucoup de théoriciens qui vont de l'un à l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est plutôt via la théorie. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde des séminaires de matière condensée, ils ont quand même un savoir-faire complètement hallucinant. Souvent, nous, on dit, ouais, nos systèmes, on peut changer les interactions. En fait, tu connais très bien les manips d'Atom 3, elles sont très rigides. Une fois que tu as construit un truc, c'est quand même très rigide. Les gens de la matière condensée, ils n'arrêtent pas de construire plein de produits différents, de matériaux différents, avec un super contrôle aussi, en fait, qui fait qu'on peut explorer, en fait, très rapidement plein de phases, plus vite que nous. Ouais. Je trouve que souvent, c'est plus flexible ce qu'ils font. Ouais, mais tu vois, c'est pas forcément l'idée que j'en avais. Ouais. Ouais, de toute façon, ce qui est véhiculé, c'est avec des atomes froids en plus, tu peux avoir un meilleur contrôle. C'est une fausse idée que j'ai, mais pour moi, c'est notre force, c'est l'aspect isolé de l'environnement pur et de faire le lien entre le macroscopique et vraiment la théorie microscopique. Ça, c'est vraiment notre force. Mais la flexibilité et même la créativité, honnêtement, je ne pense pas. Juste une petite curiosité. Au début, tu as montré des expériences du Chrome. L'intérêt d'utiliser du Chrome, c'est que nous pouvons transmettre les autres atomes, c'est pour un intérêt métrologique pour des horloges. Alors, non, l'intérêt d'utiliser du Chrome, c'est vraiment complètement l'interaction dipôle-dipôle. D'accord, donc c'est ça, c'est le fait que la plupart des atomes, le Chrome, historiquement, a introduit dans la communauté des atomes froids. En fait, j'ai mal répondu à ta question. En fait, c'est pas moi qui ai fait le premier condensat de Chrome, c'était Tilman Farr, en fait, en Allemagne. Et nous, on a suivi en France, et c'est nous qui avons créé et en fait, ce qu'il a apporté Tillman, c'était vraiment, pour la première fois, cet atome qui avait des interactions dipôle-dipôle, parce que typiquement, dans un atome de rubidium, tu as un spin électronique, tu as un spin demi, et puis alors que nous, on a un spin 3, on a 6 électrons. Donc on a des interactions 36 fois plus loin. Et celles de dipolaires. Et donc, on arrive à atteindre comme ça des régimes où il y a des interactions dipôle-dipôle non négligeables. Et chez nous, même elles sont dominantes parce qu'on va dans des réseaux, il y a tout ça. C'est l'interaction dipolaire. Mais il y a un papier récemment qui propose le Chrome comme horloge, effectivement. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Mais parce qu'il y a une raie hyper étroite. Mais par contre, ce sera une horloge très sensible au champ magnétique. Ouais. Ah, vas-y, monsieur le temps. C'était un tout petit peu, mais alors, bon, comme j'ai pas tout compris, mais loin de là, en fait. Il y a un truc quand même, c'est une petite curiosité, je vais sûrement dire encore une bêtise, mais tu parlais à un moment d'effet dominant du champ moyen comparé à je ne me rappelle plus trop, dans le cas d'un condensat, tu vois clairement que le champ moyen domine et donc il y a un terme le terme de champ moyen domine, et dans un autre cas, c'est l'autre terme qui dominait. Il me semble que tu avais dit, ouais, voilà, c'était ça. Et je me suis dit, mais ça veut dire que dans un cas, tu fais ta source, c'est un condensat, et dans l'autre, c'est un gaz froid. Exactement. Dans un cas, dans ce cas-là, c'est un condensat. Et dans ce cas-là, c'est un condensat. Mais avant de faire ta dynamique de spin, tu vas charger le condensat dans un réseau optique. Donc, tu vas appliquer un potentiel périodique et les atomes vont se localiser comme dans cette petite voilà, comme ça, dans des voilà. Donc finalement, un condensat, les atomes sont délocalisés dans l'espace, et donc là, les atomes sont localisés dans des sites d'un réseau. D'accord. Et donc le réseau est tellement profond qu'on pourrait dire que c'est plus une seule fonction d'onde qui est tout le système. Tout à fait. Ouais. Et donc la physique est plus la même. C'est complètement différent. Il n'y a plus d'effet de champ moyen.
tu peux plus imaginer. En tout cas, il n'est pas aussi dominant. C'est ça que tu disais. Il n'est pas aussi dominant, tout à fait. Et tu pourrais en gros, ça, c'est plutôt la conclusion de l'étude. A priori, on ne savait pas, nous, si la physique serait très différente. Et la raison pour laquelle, tu vois, là, en fait, la raison, je peux l'expliquer. Tu vois, ici, il y a une réduction de la longueur de spin. Okay, donc, ça veut dire qu'au départ, on part d'atomes qui sont polarisés. S'ils sont polarisés, ils sont dans un état qu'on appelle stretched, maximum. Okay. Et donc, comme nous, on a un spin 3, 3 plus 3, ça fait 6. Ou 4, ou 2, ou 0 en mécanique quantique. Mais le maximum, c'est 6. Et quand ils sont stretched, ils sont vraiment 6. Si tu veux avoir une diminution de la longueur de spin, il faut bien que les spins commencent à s'anti-aligner. Et ça, ils peuvent le faire dans un réseau parce que voilà, ils s'anti-alignent à cause de l'interaction dipôle-dipôle. Dans un condensat, les atomes, ils se touchent aussi. Il n'y a pas uniquement des atomes à distance. Et il se trouve que si tu t'anti-alignes, tu n'interagiras plus seulement à travers le potentiel S égale 6, mais aussi, par exemple, S égale 4. Or, dans le chrome, les longueurs de diffusion A6 et A4, associées à S égale 6 et S égale 4, sont très différentes. En fait, dans notre système, grosso modo, le champ moyen, il crée une sorte de barrière énergétique qui empêche les atomes de se dépolariser, de réduire leur longueur de spin. Donc, il y a effectivement un mécanisme microscopique qui fait qu'au lieu d'aller vers un système où la longueur de spin se réduit et ça crée des intrications, en fait, les spins restent localement. C'est ce que tu vois ici, que je n'ai pas expliqué. Je sais en bas, tu n'as pas compris, je ne l'avais pas expliqué. Mais là, leur mission, c'était juste de montrer qu'il y avait des régimes très différents qui étaient accessibles, que tu pouvais tester avec un simple interféromètre. Est-ce que ça veut dire que si tu fais la même expérience, mais pas condensé, et juste avant la condensation, tu vois cet effet-là de on ne l'a pas contraste, fait, c'est une bonne question. Moi, ma prédiction, c'est que tu verras la chute du contraste. Voilà, a priori, c'est ce à quoi on s'attend. Ouais. Tu n'as pas besoin de le mettre dans un réseau pour casser cette cohérence globale, ou je ne sais pas comment on dit. Après, tu peux avoir dans les états thermiques les atomes rouges. Ça peut être compliqué, mais bien, je ne répondrai pas à la question parce que ce serait plus. En gros, l'intérêt des réseaux ou des condensats, c'est que c'est des questions. Tu peux te poser des questions simples et des réponses. Et dès que tu vas dans le nuage thermique, c'est souvent un système beaucoup plus difficile en fait à comprendre. Tu pourrais les mettre dans un réseau, mais moins profond. Alors ça, on l'a fait effectivement. Et en fait, ce que tu vois, on n'a pas mesuré l'interféromètre systématiquement, mais tu vois en fait graduellement, dans un réseau de moins en moins profond, tu vois que le comportement, graduellement, va de l'un à l'autre. C'est magnifique parce que dans un cas, en gros, tu as un modèle de spin. Dans un autre cas, tu as un ferrofluide, des équations hydrodynamiques. Et donc, tu t'aperçois qu'en tenant juste un paramètre, tu peux passer d'un système où tu as rien. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir entre un modèle de spin et un système hydrodynamique. En fait, ils sont connectés adiabatiquement en changeant juste un paramètre qui est la mobilité des atomes. Ça permet d'unifier un peu deux choses. C'est bon, c'est bon. J'ai quelques questions aussi. La première, elle est un peu technique et un peu naïve à la fois, mais par rapport, par exemple, si on compare aux atomes de Rydberg, j'ai l'impression que on peut très facilement préparer un état initial propre, par exemple 2, MF égale 2 dans le rubidium par pompage optique, et ensuite on branche le couplage Rydberg qui va faire des interactions. Ici, donc je ne connais pas du tout bien ces manipes, mais j'ai l'impression que vous avez tout le temps les interactions. Du coup, je me demandais, est-ce que ça vous gênait pour préparer un état initial propre, entre guillemets, ou est-ce que... Oui, tu as raison en principe. Je pense que là, quand je fais mon interféromètre, il faut que mon pulse soit rapide par rapport aux interactions. Je pense que dans les atomes de Rydberg, si je ne me trompe pas, Weidemuller à Heidelberg, ils ont fait un peu ça en fonction justement de la... Tu peux étudier un système de spin où, comme nous on fait, tu fais pi sur 2 rapide par rapport aux interactions et tu vois la dynamique après. Mais tu peux aussi le faire en présence d'un drive. Et en fait, du coup, les oscillations de Rabi, elles sont potentiellement franchement modifiées par les interactions. Et c'est vraiment un système à encore piloté qui est intéressant en soi. Il y a eu des manips dans le domaine des Rydberg. Il y a aussi une manip intéressante de Jérôme Gognon récemment. Ils sont plutôt dans notre... Je me posais des questions du même type, c'est-à-dire que lui, il va avoir un condensat de rubidium, et il passe d'une longueur de diffusion à l'autre.
Et en fait, de façon assez étonnante, il arrive à faire des interformats de Ramsey aussi. Je vais pas y montrer aujourd'hui pour vous montrer, parce que je trouve que c'était intéressant, alors que il n'y a pas du tout de raison de penser que c'est un système à 2 niveaux. D'un côté, tous les atomes sont à une longueur de diffusion, de l'autre côté, entre les deux, c'est un système à une corps avec des interactions. Et en fait, il voit des oscillations de Rabi très claires. Je ne vais pas poser la question, mais je trouvais que c'était intriguant, effectivement. Parfois, les oscillations de Rabi peuvent effectivement être franchement modifiées par les interactions. Müller, je crois qu'il a étudié ça. Nous, pour l'instant, en fait, moi, j'ai pensé à étudier des choses comme ça, mais la faiblesse de notre système, c'est ce que tu vois là. C'est cette échelle de temps de 25 millisecondes qui ressemble beaucoup aux 50 Hz, 20 millisecondes. Donc, en fait, si tu fais des choses trop lentes, tu as les fluctuations du champ magnétique qui commencent à devoir être prises en compte. C'est une grosse limitation pour nous. Et la force d'interaction, c'est en mégahertz, c'est combien? Eh ben, ça va pas être mégahertz, ça va être facile. Tu peux le mettre en mégahertz, ce sera insultant, ça sera en millihertz, 10 moins 6 mégahertz. Non, ouais, en gros, c'est ce terme-là. Donc, en gros, c'est 20 Hz d'un site à l'autre du réseau. Ça dépend, il n'y a pas de réponse. L'interaction dipôle-dipôle, le terme qu'il y a ici, là devant, c'est 2 Hz. Mais tu vois, S1Z, S2Z, ça peut être 3 fois 3,9 égale. Voilà, tu regagnes. Et sinon, le terme qu'il y a devant, indépendamment des opérateurs de speed, il est 2 Hz. Après, les fois 9, ça fait 18. Ça fait 20. J'avais une autre question, un peu, où il y a deux questions en une, mais sur le laser super radiant, là, je sais pas, ça évoque naïvement deux concepts. Deux concepts, c'est l'effet Purcell d'un côté, et puis les limites de Charlottons de l'autre. Ouais, Je me demandais si tu pouvais nous dire comment ça se positionne par rapport à ces deux. Alors, je vais essayer de le faire. Je vais faire aussi la pub pour notre papier, qui en parle un petit peu. En fait, alors, Purcell, déjà, ce G2 sur kappa, ça s'appelle le Purcell rate. Ouais. Donc, effectivement, il y a. Mais par contre, on n'est pas dans un régime où le taux d'émission spontanée totale est modifié. En fait, nous, on est la plupart des modèles que je te présente là, on néglige même l'émission spontanée. Parce que tu vois, là, j'ai triché, j'ai fait C fois gamma. Et C, c'est G2 sur kappa gamma. En fait, le résultat qu'on trouve, c'est plutôt G2 sur kappa. Donc, en fait, on a même, pour beaucoup de. Ce qui se passe, c'est que la durée de vie des atomes dans la cavité est courte par rapport au temps d'émission spontanée. Une autre façon de dire les choses, c'est que dans ce diagramme des phases que j'ai très mal présenté, là, c'est le taux de chargement et là, c'est le taux d'émission spontanée. On est dans un régime où essentiellement on se balade proche du zéro ici. Finalement, tu peux négliger la modification de l'émission spontanée par exemple. En plus, il n'y avait pas une analogie un peu formelle où l'effet Purcell, tu changes le gamma de l'atome et là, tu changes le gamma de la cavité par le couplage aux autres paramètres, quoi, au G et puis tout ça, mais que tu sais peut-être. Je ne sais pas, peut-être un peu, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi dans ces termes-là. Non, ça ne m'évoque rien de ce que j'ai réfléchi, mais en même temps, ça ne fait qu'un an que je réfléchis là-dessus. Donc, du coup, il y a encore des places à pas mal de. En fait, en préparant. Tout à l'heure, j'ai rajouté ça ce matin, en préparant le. J'avais trouvé une autre analogie, par exemple. Tu vois, ici, c'est une analogie où. Ça ressemble à une transition de phase magnétique, en fait, qui se passe. Tu changes un paramètre, là, tu as un état paramagnétique, et pouf, tu as une polarisation de ton système. Et j'ai essayé de préparer, mais je n'ai pas réussi de trouver des arguments pour dire qu'il y avait une sorte de gain métrologique. C'est comme si tu avais un spin plus grand, et qu'il y avait un gain métrologique à avoir un spin plus grand. J'ai essayé de trouver des arguments ce matin, je n'ai pas trouvé. Mais et par rapport à ta question sur shallow tint, alors, en fait, il y a plusieurs limites de laser, de largeur de laser. Il y a shallow tint, mais il y a aussi shallow tint qui est
généralisé à ce cas bad cavity limit. Ouais, okay. En fait, nous, c'est un peu un troisième régime. C'est-à-dire que c'est décrit stripping ni par Charlotte-Towns, ni par Charlotte-Towns. Typiquement, notre laser, il va être en fait très étroit par rapport à la limite de Charlotte-Towns. Parce que tu vois, Charlotte-Towns, la limite, c'est en gros, la limite de Charlotte-Towns, c'est que ton laser, sa largeur, c'est le taux de couplage à travers le miroir, divisé par le nombre de photons, dans la cavité. Et ça marche bien quand tu es dans un système où ton nombre de photons est grand et où ta physique elle est pilotée par l'émission stimulée, parce que tu as beaucoup de photons. En fait, le laser super radiant, incroyablement, il marche dans un régime où la cohérence, elle n'est pas fixée par le nombre de photons, elle est fixée par le nombre d'atomes, en fait. Il y a très peu de photons dans la cavité, et du coup, la limite de Charlotte-Towns, elle est très mauvaise pour nos lasers super radiants. On peut voir ça comme une émission stimulée ou spontanée dans le mode de la qualité? On ne peut pas voir ça comme de l'émission stimulée parce que tu as vraiment très peu de photons. C'est vraiment plutôt un couplage collectif des atomes vers la cavité. Et en fait, si tu prends maintenant la limite de Charlotte-Towns modifiée pour expliquer, parce que tu as en gros un émetteur étroit ou une bad cavity limit, il y a des très beaux arguments qui disent que c'est les relations de Kranos-Kronig, grosso modo, tu as quelque chose qui est très étroit, donc du coup tu as une dispersion très forte, et grosso modo tes photons dans la cavité vont beaucoup plus lentement à cause de cette forte dispersion liée au fait que tu as un amplificateur très étroit. Donc du coup les photons vivent beaucoup plus longtemps dans la cavité, du coup ton laser est beaucoup plus étroit. Et donc en fait la limite Charlotte-Towns bad cavity limit, elle est bien plus basse que la limite Charlotte-Towns de base. Elle est même plus basse que celle du laser super radiant. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas. Il est possible qu'en fait, il y ait des meilleurs lasers encore que les lasers super radiants. Une des intérêts aussi des lasers super radiants, c'est l'aspect aussi plus d'effets systématiques, peut-être éventuellement. Mais nous, pour ça, notre référence, c'est qu'on a essayé de réfléchir un peu à ça dans notre conclusion, mais on a essentiellement mis l'état de l'art de ce à quoi nous on a pensé. Et effectivement, au début c'était surprenant et un peu vexant parce qu'en fait, un bad cavity laser pas super radiant, il peut être meilleur que le laser super radiant. D'après la théorie. Après, Benoît Darquier, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, lui, il dit toujours bon, c'est la largeur laser dont tu parles, c'est les largeurs laser qu'on n'atteint jamais, utile, quoi. Voilà. Donc c'est. Moi, je suis toujours très simpliste parce que c'est ça qui m'intéresse, mais pour les applications, je ne sais pas. On n'a pas marre, je me demandais si tu peux aussi nous reparler, peut-être aussi pour les jeunes, c'est intéressant, de cette histoire de Eigenstate thermalization hypothesis, comment un système, même s'il est fermé, thermalise à cause de l'entropie. Ah oui, c'est pas mon PC, donc je ne connais pas mes autres séminaires. Non, c'est vachement intéressant. Donc, j'ai commencé par faire une pub que je fais à tout le monde en ce moment. Mais, effectivement, il y a une nouvelle professeure au Collège de France qui s'appelle Nalini Anantaraman et qui est professeure de géométrie spectrale. Et elle a fait sa leçon inaugurale et son cours cette année, ce sera sur la thermalisation des états forts. Et sa leçon d'inauguration, que vous pouvez regarder sur le cours du Collège de France, elle est splendide. Il n'y a pas une histoire de la physique, mais elle te fait vraiment réaliser que ce domaine-là, c'est des domaines sur lesquels il y a encore de la recherche mathématique en fait, et des conjectures. Je cherche le transparent, le seul transparent que j'ai là-dessus. Ah, c'est marrant, il a changé entre tout à l'heure et. Ça va ton ordi? Comment ça se fait que. Voilà, bon, celui-là, il n'a pas changé. Donc, en fait, l'idée derrière, c'est l'idée du chaos quantique. Et donc, regardez cette cour, elle est en fait assez compréhensible, c'est vraiment un travail de pédagogie assez extraordinaire qu'elle a fait. Et elle te montre, en fait, c'est un des cas où tu vois qu'il y a la recherche en mathématiques, en fait, associée à ces questions très complexes. Donc moi, je trouvais ça très stimulant aussi, parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore bien connues, qui sont des conjectures. Ça, c'en est une. Donc l'idée, c'est que
vous excitez un système, et nous, notre système, il est pur, donc il n'y a pas d'entropie a priori. Et vous savez très bien, vous avez tous fait la manip, vous avez même l'intuition, quand on couple un système, quand on excite un système, il va aller spontanément vers un état qui ressemble à un état thermique. Et en fait, on n'a pas besoin d'expliquer, de coupler le système à un environnement pour expliquer cette chose thermique. Donc l'idée, en fait, c'est que quand j'excite mon système à l'origine, d'un point de vue formel, je peux considérer que je crée un état qui est une superposition quantique d'états propres. Okay. Donc j'ai ma superposition quantique d'états propres, qui peut être très complexe. Et ensuite, qu'est-ce que me dit la mécanique quantique? Elle me dit simplement que, en fonction du temps, les différents états propres vont évoluer avec différentes phases associées à leur énergie propre. Maintenant, si je calcule, si je prends je prends un opérateur, une observable, et je mesure donc comment on dit en français, expectation value, l'espérance de cet observable avec ma fonction de nombre. Je vais avoir une matrice avec mes superpositions, donc je vais avoir les termes diagonaux et les termes non diagonaux. Les termes non diagonaux, ils vont être affectés de phases qui sont EI, différence de phase entre les états propres. Et donc, comme il y a beaucoup d'états propres, tout ça, ça va se moyenner à 0. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que mon observable, au temps long, il va aller effectivement vers un état stationnaire, probablement. Et cet état stationnaire, il va être fixé par quoi? Il va être fixé par, en gros, les valeurs de l'espérance de l'observable sur les états propres. Je suis presque à la fin de mon raisonnement. La fin de mon raisonnement, c'est dire, si je vais vers un état d'équilibre et je suis à une énergie fixe, mon état d'équilibre, il doit être décrit par un ensemble thermodynamique microcanonique. Et donc, cet ensemble microcanonique, ces valeurs de cet observable, elles sont forcément écrites dans les états propres, puisque la valeur vers laquelle j'ai est pilotée par les valeurs des états propres. Et cette idée de Eigenstate Thermalization Hypothesis, c'est dire que les opérateurs, les observables, à peu près tous les observables, ou toute une classe d'observables, si je prends un état propre, aléatoire, et que je regarde l'espérance de cet observable pour cet état propre, en fait, je vais trouver la même valeur que ce que me prédit une théorie microcanonique pour l'énergie typique de cet état. Voilà. Et donc, en gros, ça permet de dire, finalement, la thermodynamique, elle surgit de la physique à n-corps. Elle est déjà écrite, en fait, dans le spectre à n-corps de mon système. Le spectre de mon système n. Donc, en fait, derrière tout ça, ce que Lini disait dans son... il y a des conjectures, il y a des choses qui ne sont pas déterminées, qui ne sont pas prouvées. Il y a quand même déjà des choses prouvées. Et en fait, les atomes froids, ils sont assez bien placés pour comprendre ça, parce que on a des systèmes à n-corps très isolés de l'environnement. Donc, on n'a pas de comptage de l'environnement, donc on est très bien placé pour étudier ce genre. Et avant de finir, donc c'est vrai qu'il y a finalement cette question de thermalisation, qui est une question ouverte pour les systèmes à n-corps. Est-ce qu'un système générique va aller vers un état d'équilibre après avoir été excité ou pas? Et il y a aussi la question de la dynamique vers la thermalisation, sur lequel, en fait, il y a plein de questions ouvertes. Et c'est des questions, je ne sais pas si elles sont reliées, mais il y a aussi beaucoup d'idées à découvrir, je pense, et de compréhension, d'idées à découvrir générales sur, en général, à quelle vitesse, mais aussi vers quel type d'état on peut aller sur le chemin de la thermalisation. C'est aussi tout un domaine de recherche hyper intéressant. Un joli mot de la fin. Merci. Merci encore. Merci.